Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Azur TV avec au sommaire de ce mercredi 24 mars la situation épidémique dans notre région et plus particulièrement dans le Var. Les indicateurs sont à la hausse, la tension hospitalière notamment. Nous irons dans quelques instants à l'hôpital intercommunal de Fréjus rejoindre Michel Quédomar qui est le chef du service réanimation pour faire le point sur ce qui se passe dans son hôpital. Nous accueillerons ensuite François Hollande, l'ancien président de la République, invité exceptionnel de ce Grand Direct. Nous parlerons de sa venue à Marseille dans le cadre de ses activités autour de sa fondation. Et puis, nous reviendrons avec lui sur son entretien avec le maire de Marseille, l'actualité du carnaval illégal et puis la gestion de la crise sanitaire. Éric Revel ne manquera pas de l'interroger là-dessus. Enfin, c'est génial. C'est une opération qui se déploiera ce vendredi, un concours entre des adolescents, des collégiens, concours technologiques. Nous vous présenterons tout cela, ce sera à suivre évidemment en ligne, en visio. Bonsoir Éric Revel. Bonsoir Nicolas Gallu. Merci d'être là comme tous les soirs. On s'intéressera également au télétravail avec notamment un médecin du travail qui sera avec nous pour comprendre quels pourraient être les dégâts ou en tout cas les conséquences du télétravail. Reportage également dans une entreprise, vous voyez sur ces images, dans une entreprise des Alpes-Maritimes qui a adopté le télétravail pour une partie de ses salariés, l'autre ne pouvant pas télétravailler puisqu'il s'agit d'une start-up industrielle. Éric, on va commencer avec la situation épidémique dans notre région. Les chiffres, ça fait longtemps qu'on ne les a pas regardés dans le détail. Situation épidémique donc au 23 mars. Le taux d'incidence est en baisse dans les Alpes-Maritimes. Il était de 418 le 18 mars et ça monte pour les Bouches-du-Rhône et le Var, 336 et 347 pour le département du Var. La tension hospitalière est également en recul, d'abord dans les Alpes-Maritimes et puis elle n'est pas en recul par contre, évidemment dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. 99% de tension hospitalière le 18 mars, 101% aujourd'hui, et pour le Var, donc c'est 133% de tension hospitalière contre 112 il y a une semaine. Avant de rejoindre le docteur qui nous attend, un mot Éric là-dessus. Le confinement pour l'instant ne touche pas le Var et les Bouches-du-Rhône, le gouvernement l'a rappelé. Oui, le gouvernement l'a rappelé très nettement. Il y a eu un conseil de défense, on est habitué maintenant. On aura les explications demain soir. Alors, est-ce que le Var et les Bouches-du-Rhône vont échapper au confinement qu'on vit dans les Alpes-Maritimes? C'est évidemment la grande question dans la région et puis un peu partout en France parce que les taux d'incidence ne cessent de grimper et la tension hospitalière, vous l'avez dit en montrant ces chiffres dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, s'accroît également dangereusement. Bonsoir Michel Quédomar, merci d'être avec nous ce soir sur les antennes d'Azur TV. Vous dirigez le service de réanimation de l'hôpital intercommunal de Fréjus, dans le Var, Fréjus-Saint-Raphaël. D'abord, on parlait de la tension hospitalière. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est dans votre hôpital? Est-ce que vous avez un afflux de patients? Oui, bonsoir à tous. Donc actuellement, la situation dans les services de réanimation du Var est assez tendue, comme tout le monde le sait. Actuellement, dans le Var, nous avons augmenté les capacités de réanimation, les capacités d'accueil d'environ 50%. Et actuellement, le service de réanimation de l'hôpital de Fréjus est occupé, il y a 12 lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid exclusivement. Et d'ailleurs, nous sommes depuis une dizaine de jours contraints à faire des évacuations interrégionales avec le concours de l'Agence régionale de la santé sur la région d'Occitanie. Voilà, donc des transferts, c'était la question que j'allais vous poser. Vous êtes obligés de les organiser. Est-ce que vous souffrez aussi de la position frontalière, si j'ose dire, de votre hôpital? C'est l'hôpital le plus proche des Alpes-Maritimes où la tension a été quand même très élevée et est toujours très élevée. Oui, effectivement, en fait, avec l'hôpital de Draguignan, les deux hôpitaux de l'Est-Var souffrent d'un niveau d'équipement en lit de réanimation qui a été déjà signalé depuis de nombreuses années, qui est inférieur au taux départemental, au taux régional. Et donc, c'est un point d'attention particulier et nous avons actuellement une carence de lits de réanimation qui persiste et qui nous contraint justement à être très actifs sur la politique de gestion de lits et puis, comme je le disais tout à l'heure, des transferts. Michel Quédomar, est-ce que ça veut dire que cette pression hospitalière vous oblige à déprogrammer des opérations très concrètement ?
Alors actuellement, les consignes de l'Agence régionale de la santé sont des programmations de l'ordre de 40%. Nous venons de passer en niveau 5 qui indique le niveau maximal d'extension de lits de réanimation. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la consigne de déprogrammer plus, mais évidemment, si la pression devait continuer, il faudrait envisager des déprogrammations supplémentaires, oui. De quel œil voyez-vous la possibilité de basculer le Var dans le confinement? Parce qu'on sait que certains praticiens, à défaut d'avoir une campagne vaccinale suffisante pour le moment, le préconisent pour faire baisser cette tension hospitalière, justement. Eh bien, le confinement et le niveau supérieur de confinement, évidemment, est une arme dans la lutte contre l'épidémie. Mais comme vous le savez, nous sommes contraints de faire un compromis entre l'activité économique, les échanges sociaux et puis les contraintes sanitaires. Donc c'est un équilibre que les décideurs doivent gérer et sur lesquels je n'ai pas à me prononcer. Le président de la République, tout de même, Michel Cadormar, disait hier à Valenciennes qu'il fallait vacciner matin, midi et soir. Est-ce que vous avez les moyens, les doses de vacciner matin, midi et soir? Bien sûr, sur l'Est Var, en particulier sur Fréjus-Saint-Raphaël et sur la communauté d'agglomération, le centre de vaccination est actuellement doté de nombreuses doses. Nous allons multiplier les lignes de vaccination pour pouvoir vacciner jusqu'à 4000 personnes par semaine. Donc il y a un réel coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination du Var. Est-ce que, comme dans les Alpes-Maritimes, vous constatez la présence des variants et est-ce que chez vous aussi, l'âge moyen des patients admis en réanimation baisse un peu? Donc actuellement, oui, effectivement, les courbes le montrent très bien. Sur le Var, il y a à peu près 88 à 90% des cas Covid qui sont liés au variant anglais. Et effectivement, c'est un virus qui est plus contagieux, on le voit, qui touche des patients plus jeunes. Actuellement, 40% des patients de réanimation ont moins de 65 ans. Et à l'heure où je vous parle, nous avons des patients qui vont de 45 à 70 ans dans le service de réanimation de l'hôpital de Fréjus. Une dernière question avant de vous libérer, docteur, elle concerne la suite. Alors on ne peut pas prédire évidemment la courbe. On parle d'un plateau qui quand même se maintient. Alors pour le coup là, on voit que les chiffres sont quand même en train d'augmenter. Est-ce que vous vous attendez quand même à un petit fléchissement de cette courbe dans les jours qui arrivent ou c'est trop difficile de prédire ? Bien, écoutez, je crois que maintenant on a des données qui sont quand même très précises. On peut le voir sur toutes les courbes. Les courbes ne font malheureusement qu'augmenter. Donc je suis assez inquiet quand même pour les jours et les semaines qui viennent. Donc on rappelle, la vigilance, les gestes barrières, bien sûr, ça reste plus que jamais d'actualité. Et la vaccination, quand on pourra y avoir tous accès massivement. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous dirigez donc le service de réanimation de l'hôpital intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Éric, voilà un médecin inquiet, forcément. Alors, son service de réanimation est plein, 12 lits. Enfin, l'unité Covid, c'est peut-être le Var et les Bouches-du-Rhône les prochains sur la liste. Ils y ont échappé, on le disait tout à l'heure, mais il va falloir faire attention. Oui, on va guetter les annonces de demain soir, mais c'est vrai que là, on ne voit pas trop, quand on écoute le docteur de Fréjus, quand on voit les taux d'incidence, quand on voit la saturation des réanimations et les tensions hospitalières, on ne voit pas trop comment ce rythme va se ralentir, sinon en prenant des mesures au moins égales à celles que nous subissons dans les Alpes-Maritimes. Alors on l'a entendu aussi avant de rejoindre Patrick Roger, comme tous les mercredis. Il y a des doses apparemment à Fréjus-Saint-Raphaël et vous l'avez signalé, on vaccine matin, midi et soir avec parfois même des objectifs très ambitieux pour l'été. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir les tenir ? Écoutez, je ne sais pas, je me fie aux chiffres annoncés par le président de la République, 10 millions de vaccinés à la mi-avril, avec l'arrivée d'un 4e vaccin de Johnson & Johnson début avril, et avec 30 millions, je crois que c'est ça le chiffre, oui. 30 millions annoncés vaccinés au cœur de l'été. Écoutez, c'est tout le mal qu'on peut se souhaiter, parce qu'on voit que dans les pays qui ont vacciné massivement, évidemment, l'épidémie recule. Et puis peut-être juste signaler une chose, c'est que la vaccination des professeurs dans les écoles va démarrer en avril aussi. On en parlait aussi sur ce plateau, c'est une annonce aussi qui a été faite dans la journée, plutôt une bonne nouvelle.
Oui, oui, plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on sait évidemment que les enfants sont plutôt asymptomatiques, mais porteurs du virus. Donc, en première ligne, ce sont leurs enseignants, évidemment. Maintenant, il faudra regarder l'acceptabilité du corps enseignant à se faire vacciner, que ce soit dans les écoles ou que ce soit d'ailleurs par son médecin de ville. Chacun aura peut-être le choix, mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Il y a une recommandation forte du gouvernement pour que le corps enseignant se fasse vacciner. Bonsoir Patrick Roger, merci d'être avec nous comme tous les mercredis soirs, directeur de la rédaction de Sud Radio et aux commandes de la matinale, donc évidemment chaque matin comme son nom l'indique. On va parler avec vous de plein de choses, d'abord de la situation qui est quand même assez floue et je voudrais d'abord vous entendre sur... les cas positifs des deux ministres du gouvernement, Elisabeth Borne et Roselyne Bachelot, qui se croisent. L'une est sortie de l'hôpital pour la ministre du Travail, alors que l'autre y est rentrée pour Roselyne Bachelot. Oui, des ministres touchés par le Covid, ça montre que finalement, comme le président à Noël, souvenez-vous, ça montre que personne n'est épargné, pas même donc un ministre, un responsable qui est au pouvoir. Alors, cela dit, ce n'est pas parce qu'une ministre comme Roselyne Bachelot ou Elisabeth Borne sont arrêtés, hospitalisés, que évidemment tout est arrêté dans les différents ministères, que ça ne fonctionne pas ou que ça ne dysfonctionne pas, comme diraient certains qui évidemment sourient encore après l'épisode du week-end dernier assez kafkaïen sur les attestations. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors des nouvelles quand même effectivement de nos ministres. Vous l'avez dit, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, est sortie de l'hôpital. Elle a dit qu'elle avait continué d'assurer tout en étant hospitalisée pendant une petite semaine. Elle a remercié au passage le travail formidable des équipes hospitalières, c'était la moindre des choses. Et Roselyne Bachelot, elle a été hospitalisée parce qu'elle a quand même des problèmes respiratoires assez conséquents visiblement, donc elle est sous surveillance à l'hôpital. Il faut rappeler que Roselyne Bachelot a 74 ans, donc elle est aussi un peu dans la cible des personnes qui peuvent être touchées, qui peuvent souffrir du Covid. Ce qui est assez d'ailleurs étonnant au passage, c'est que Roselyne Bachelot, à 74 ans, aurait pu être vaccinée. Alors vous allez me dire, pas de passe-droit pour les ministres, pas de privilèges, sauf que quand même, ce sont les gens qui sont au pouvoir qui doivent faire fonctionner. Mais Patrick, on dit, alors je ne sais pas si ça a été vérifié, mais on dit qu'elle a reçu une première injection le 17 mars dernier. Alors voilà. Non mais c'est vrai, mais même si vous avez reçu une injection, vous n'êtes pas encore immédiatement protégé, il faut du temps. Non, ce qui est plus étonnant, c'est que quand on a reçu les premières doses début janvier, je vous rappelle qu'on a quand même commencé la campagne de vaccination, on aurait pu peut-être se préoccuper de personnes au gouvernement qui ont un certain âge, qui peuvent être dans la cible, quoi. Plutôt que de continuer, évidemment, de travailler, d'assurer beaucoup de fonctions, puisqu'il y a énormément de représentation quand on est ministre, il y a énormément de réunions, même si on se tient à distance, mais ça se poursuit, ces réunions au plus haut niveau. Donc on aurait pu peut-être prendre quand même ces précautions. Et on a vu que pour les uns et les autres, finalement, on l'a fait assez tardivement sur les injections. Vous avez vu Castex, c'était il y a simplement quelques jours. Vous l'avez vu pour Olivier Véran, c'était simplement il y a quelques semaines. À propos d'Olivier Véran, je ne sais pas si vous avez vu aussi le petit entrefilet dans le Canard enchaîné ce matin, mais c'est un peu quand même panique à bord, parce qu'il a dit dans une interview au Parisien que ça y est, au mois de juin, on allait pouvoir revivre comme auparavant, refaire la fête, sortir de nouveau. Et en même temps, en petit comité aux macronistes, lors de certaines réunions, il dit qu'il est assez inquiet, qu'il y a une vague qui est très haute dans les hôpitaux et qu'il faudra prendre des mesures sans doute encore plus conséquentes dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sorti d'auberge et qu'il n'est pas serein et qu'il y a toujours l'inquiétude au plus haut niveau, d'autant qu'on ne maîtrise pas vraiment les choses, que ce soit sur l'acheminement des vaccins, vous l'avez dit, on dépend beaucoup de l'Europe. Vous parliez des 30 millions de doses potentielles qu'il nous faudrait. Vous avez vu, on a retrouvé un stock aujourd'hui en Italie de quasiment 30 millions de doses d'AstraZeneca qui visiblement étaient destinées à du trafic. Donc les vaccins sont rares, donc forcément il y en a qui pensent à se faire de l'argent autour de ça. Et puis demain il y aura une réunion européenne assez importante pour essayer de réglementer les choses, parce que c'est vrai que parfois il y a des vaccins qui sont produits sur notre territoire européen et qui sont exportés. Vous voyez qu'il y a du travail.
et qu'il faut des ministres, il nous faudrait des ministres en forme dans chaque ministère. Et là, les uns les autres sont un peu aussi touchés et affectés par le Covid. Merci beaucoup Patrick, passez une bonne soirée, à demain matin sur les ondes de Sud Radio bien sûr, et à la semaine prochaine dans ce grand direct. Encore un mot, Eric, sur tout ça, le flou. Aujourd'hui, on se pose aussi beaucoup de questions sur ce qui nous attend pour les jours à venir. On en parlera avec le président Hollande aussi dans quelques instants. Ce fameux slogan, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on en a parlé beaucoup. Ce slogan c'est avec les miens à l'intérieur et dehors citoyen et dehors citoyen. Écoutez, c'est un slogan qui veut que la responsabilité s'empare de chacun d'entre nous et collectivement face au virus. Mais voilà, si on a juste qu'un slogan à opposer à ce virus, c'est pas grand-chose. Donc la question des doses est toujours sur la table. Et l'allusion que faisait Patrick Roger, c'est ces 28 millions de doses AstraZeneca qui ont été produites visiblement en Italie et qui s'apprêtaient à partir hors Europe. Et on en avait parlé dans le Grand Direct, la commission de Bruxelles qui disait maintenant on arrête d'exporter les vaccins qui sont produits sur notre sol. On découvre 28 millions de doses d'AstraZeneca qui sont sur le point de partir peut-être en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou ailleurs, alors qu'on en manque toujours cruellement. Dernière chose avant de passer au télétravail qui est préconisé. Que pensez-vous des déclarations également de Jean Castex sur les fêtes de Pâques ? On ne pourra pas fêter Pâques en famille. Alors comment on va contrôler ça ? C'est impossible à contrôler. Vous avez vu d'ailleurs, c'est intéressant, que sur le même sujet, Angela Merkel avait dit que le week-end de Pâques serait interdit de fêtes familiales. Et finalement, la chancelière a commis une erreur, elle l'a reconnue et elle a corrigé le tir. Alors peut-être que ça se fait en Allemagne de reconnaître une erreur et que ça ne se fait pas en France de la part du gouvernement, mais peut-être que Jean Castex va revenir sur cette décision, je ne sais pas, mais en tout cas vous avez raison Nicolas, c'est absolument incontrôlable. Et Angela Merkel sait quand même que son mandat va s'achever et elle n'est candidate à rien. Ça explique peut-être... Oui, mais souvenez-vous que le repas de Noël nous avait mis en garde, or il n'y a pas eu visiblement de cluster ou de reprise de l'épidémie, en tout cas après la fin du mois de décembre. Bon, là c'est à peu près le même genre de fête familiale, mais on sent quand même que l'inquiétude monte partout concernant cette troisième vague et ce variant anglais. Effectivement. L'une des mesures préconisées, plus que préconisées, alors on s'est rendu compte dans la journée que le gouvernement ne pouvait pas imposer légalement le télétravail. Néanmoins, les entreprises y sont fortement incitées. On s'est intéressé au sort de ces entreprises qui partager entre le télétravail et le travail en présentiel. C'est le cas de cette start-up industrielle à Nice qui n'a pas le choix pour une partie de son activité. Elle doit rester en présentiel. L'autre peut travailler de la maison. Claudia Olivier. Depuis 4 mois, Laurence est en télétravail. Changement de rythme, moins de contact avec ses collègues et clients. Elle n'a pas eu d'autre choix que de s'habituer. Je continue à mettre le réveil. J'essaie de garder un rythme. Donc je me motive pour entre 8h30 et 9h être devant mon écran et faire ma journée de travail normale. Avec le confinement, la séparation entre sa vie professionnelle et personnelle devient difficile. L'interactivité avec ses collègues de travail lui manque aussi. C'est pas du tout la même ambiance de travail où on peut aller se boire un café avec un collègue, discuter d'un client, d'un dossier. C'est que par téléphone, par mail. C'est totalement différent. L'entreprise d'imprimante 3D pour laquelle Laurence travaille tente tout de même de préserver le lien social. Nous sommes 16 salariés et qu'il y a une partie qui peut rester en télétravail. En soi, la partie communication, les personnes commerciales comme moi, qui vont plutôt rester en télétravail 4 jours sur 5. On essaie au mieux et de venir un jour en présentiel pour avoir toutes les réunions, faire un point sur la semaine. Distanciation sociale, gestes barrières, tout est mis en place pour lutter contre la propagation du virus, car certaines missions ne sont pas réalisables en télétravail. Nous, on préfère être sur place qu'être confinés à la maison. Notre activité, nous, ne le permettrait pas. Nous devons être présents physiquement pour pouvoir assembler, produire et pour pouvoir expédier toutes nos machines, nos commandes. Surpris par l'annonce du Premier ministre la semaine dernière, le président de l'Union pour les entreprises des Alpes-Maritimes rappelle que le télétravail n'est pas facile à mettre en place dans le département. Dans les Alpes-Maritimes, on a quand même un tissu économique
qui est constituée quand même que de petites et très petites entreprises, donc essentiellement TPE, PME. Aujourd'hui, celles qui pouvaient faire du télétravail l'avaient déjà mis en place. Donc aujourd'hui, faire encore plus de télétravail, vous savez, quand vous avez 3 ou 4 salariés, vous en avez 3 en télétravail, c'est dur de mettre le 4e. Je veux dire, s'il avait pu le mettre, le patron l'aurait fait. Donc ça touche quand même un peu moins les entreprises, les entreprises locales. Conséquences psychologiques, réorganisation du temps de travail ou encore espace de 8 mètres carrés pour chaque salarié, Philippe Renaudy considère que les mesures commencent à s'accumuler. Il espère donc que le gouvernement va accélérer la campagne de vaccination. Voilà, pas facile, Eric. Évidemment, on s'en doutait. Une partie des entreprises du BTP, de l'hôtellerie, par exemple, vont avoir du mal à mettre en place le télétravail. Oui, bien sûr, des difficultés à mettre en place le télétravail. Et puis le télétravail, j'allais dire, il n'est pas neutre sur la santé psychologique de ceux qui s'y adonnent, parce qu'on sait que ça entraîne des fatigues oculaires, que ça entraîne parfois des problèmes de dos. L'aspect psychologique aussi est très important, bien résumé dans ce sujet, parce qu'on ne voit plus personne, on est seul. Et puis surtout, on ne sort plus jamais de chez soi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite entre l'endroit où vous travaillez et l'endroit où vous vivez. Il n'y a plus cette fracture importante, me semble-t-il, dans la vie sociale qu'on avait avant. Nous sommes ce soir avec le docteur Germaine Ferrando, qui est médecin coordinateur à l'AMETRA 06, qui est la principale association de médecine du travail dans les Alpes-Maritimes. Merci d'être avec nous. Alors voilà, toutes ces questions, on va vous les poser parce qu'on se les pose au quotidien. Est-ce que d'abord, vous constatez, vous, des problèmes psychologiques liés au télétravail, mais plus largement au confinement et au stop and go qu'on vit depuis un an ? Oui, bonsoir. En effet, je trouve que quand même le climat social est difficile en ce moment. Les personnes qui sont en télétravail également ont des difficultés. Au début, c'est très bien accepté, c'est assez agréable. Et puis après, donc, on a une perte du lien social, une difficulté de séparer la vie professionnelle de la vie privée. Donc tout ça rend quand même les conditions de travail difficiles et on voit quand même une souffrance se développer depuis la crise sanitaire. Donc vous, dans les consultations, concrètement, vous avez vu des pathologies apparaître, beaucoup plus de gens se plaindre aussi de leurs conditions de travail ? Oui, il y a beaucoup de problèmes de risques psychosociaux, aussi bien d'ambiance en entreprise, puisqu'on a d'un côté les entreprises qui travaillent beaucoup plus, et de l'autre, celles qui ont moins de travail, qui ne travaillent plus. Donc voilà, il y a un déséquilibre entre parfois une surcharge de travail et un manque de travail. Après, donc la mise en télétravail à 100% est aussi une cause de difficulté, puisqu'on a cette perte de lien social. Et puis, il faut vraiment bien s'organiser, comme disait la dame avant, pour se donner des horaires, se préparer, essayer d'avoir une activité physique aussi, car la sédentarité est vraiment le risque principal de cette forme de travail. Mais en même temps, docteur Ferrando, c'est extrêmement difficile pour la médecine du travail de se retourner vers, par exemple, l'entreprise pour proposer de meilleures conditions de travail, puisque précisément le gouvernement pousse à ce qu'il y ait un maximum de gens qui soient en télétravail. Donc là, il n'y a pas de recours possible, ni pour le salarié qui se plaint ou qui souffre, possible. Si. Moi, j'ai des salariés qui sont venus me voir. Par rapport à des comorbidités donc, qui demandaient à être en télétravail pour éviter donc, les risques d'infection. Et donc, les personnes ayant des comorbidités, on peut prescrire du télétravail ou demander à favoriser le télétravail dans la mesure du possible. Bien sûr, on ne peut pas obliger l'employeur. Puis on a aussi des personnes qui sont en difficulté chez elles, c'est-à-dire qui ont des problèmes à la maison, qui ont des petits appartements, etc., et qui demandent à justement... Mais pardonnez-moi, docteur Ferrando, c'est pas la question que je vous posais. Je vous disais, comme le gouvernement pousse les entreprises à mettre leurs salariés en télétravail, et que le fait d'être au télétravail très longtemps, ça occasionne des problèmes musculaires, de la fatigue oculaire, de la perte du lien social, des problèmes psychologiques, la médecine du travail ne peut pas dire à l'entreprise « reprenez vos salariés in situ » parce que précisément le gouvernement veut qu'il y ait un maximum de salariés en télétravail. C'est cette question
question-là que je vous posais. Oui, non, mais justement, je vous disais, ça peut arriver que les salariés nous demandent de ne plus rester en télétravail. Et nous, on peut quand même prendre contact avec l'employeur et certaines entreprises sont d'accord parce que les salariés sont en souffrance pour des raisons diverses, aussi bien personnelles que professionnelles. Et on peut quand même parfois permettre aux salariés de rester dans l'entreprise. Est-ce que, pour terminer, on peut donner quelques conseils peut-être à nos téléspectateurs en télétravail? Vous avez parlé de bien maintenir une activité sportive. Est-ce qu'on peut aussi donner quelques conseils, notamment pour se méfier, vous savez, de ces petits problèmes qui apparaissent si on est trop sur l'ordinateur, courbé? Voilà, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Alors déjà, il faut choisir un endroit dédié, normalement, qui soit séparé du lieu de vie, avoir un poste de travail plutôt ergonomique, un bureau, un siège réglable en hauteur, être assis donc bien en face de l'écran, c'est-à-dire l'écran à hauteur des yeux, une angulation de l'avant-bras, bras-avant-bras de 90 degrés pour ne pas avoir des troubles musculo-squelettiques. Et puis des pauses toutes les heures, 5 minutes environ toutes les heures. Bien déterminer des horaires aussi, la pause déjeuner. Essayer de garder une vie la plus ressemblante possible à celle de l'entreprise en fait. Voilà, essayer d'avoir la même organisation qu'en entreprise. Donc au niveau horaire, au niveau pause. Et puis, bon, vous savez qu'il y a le droit à la déconnexion, c'est-à-dire éviter les heures supplémentaires et d'essayer de continuer son travail sans s'arrêter, donc se donner ses horaires. Et voilà, il faut un cadre bien déterminé au départ. Merci beaucoup, docteur Germaine Ferrando, médecin coordinateur de l'AMETRA 06, principale association de médecine du travail dans les Alpes-Maritimes. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. On va passer à l'autre sujet du début de semaine, le carnaval de Marseille. Oui. 4 personnes comparaissaient. Il fait des vagues dans le Vieux-Port. Exactement. 4 personnes comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal de la cité phocéenne. Cindy Chevaux et Yentel Criado étaient sur place. Après le carnaval illégal qui a rassemblé plus de 6500 personnes dimanche dernier en pleine crise sanitaire dans les rues de Marseille, 4 personnes ont été déférées en comparution immédiate ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Marseille. Une enquête avait été ouverte pour violence sur des policiers, port d'armes de catégorie D, mais aussi dégradation de mobilier urbain comme un manège pour enfants ou encore des tags rue d'Aubagne. Lors de l'audience, les violences contre les forces de l'ordre ont longtemps alimenté les échanges, pétards, bouteilles de verre, pavés, mais aussi tirs de mortier contre les CRS venus calmer le cortège. Les 4 individus jugés, dont 3 extérieurs à Marseille, ont été qualifiés d'émeutiers par la procureure de la République. Le jugement, lui, sera rendu un peu plus tard dans la soirée. Alors le jugement, justement, une partie est connue, donc un Italien qui était donc extérieur à Marseille est relaxé, un autre homme dont le prénom est Victor est condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 90 heures de travail d'intérêt général à faire dans un délai de 18 mois et une interdiction de détention d'armes pendant 2 ans. Alors ça interroge ça, la détention d'armes, parce que quand il a été interpellé, il avait une arme de catégorie D, ce qui peut être par exemple un pistolet factice, mais voilà, c'est interdit. Donc il ne pourra plus évidemment porter d'armes de cette catégorie-là pendant 2 ans. Et il y en a un qui est toujours en cours de jugement pour rébellion, et le dernier sera rejugé parce que son avocat est positif au Covid-19. Voilà les sanctions de la justice. Celui qui a été condamné à faire du travail d'intérêt général, il pourrait s'occuper de la place Jaurès, c'est ça, qui est en reconstruction. La place de la Plaine, déjà. La place de la Plaine, où il y a eu beaucoup de dégradation de biens publics. On pourrait peut-être le mettre à reconstruire ce qui a été cassé. Ce serait une bonne idée. Ça donnerait peut-être à réfléchir aux autres. Et après, donc, selon les informations que m'envoie Cindy Chevaux, 2 d'entre eux ont également été condamnés à payer 846 €
très précisément, pour préjudice matériel à la métropole Aix-Marseille. Justement, le préjudice, c'est un peu le thème même carrément le thème de votre édito, mon cher Éric, ce soir. Oui, parce qu'on va parler des assureurs. Vous vous souvenez sans doute, Nicolas, que le 25 février dernier, un restaurateur marseillais, et c'était une première, avait fait condamner en appel l'assureur AXA pour ne pas avoir couvert ses pertes de chiffre d'affaires pendant le confinement. Depuis un an, on peut dire que les assureurs, globalement, ils rament pour tenter d'avoir une belle image. On leur reproche aux assureurs de ne pas mettre suffisamment la main à la poche pour aider le tissu économique. Alors, il y a eu des fonds qui ont été débloqués, mais surtout, leur puissante fédération, la Fédération française des assureurs, est montée au créneau aujourd'hui pour dire qu'elle estimait que la Covid-19 lui avait coûté à elle, la fédération, et à tous ses adhérents, 5 milliards d'euros. Alors, essentiellement à cause des risques professionnels, avec la montée en flèche, par exemple, des arrêts de travail, mais aussi des moins-values sur la prévoyance, même si les assureurs ont gagné de l'argent, évidemment, beaucoup d'argent, sur la baisse des accidents. Reste que la solidarité ne doit pas être simplement un terme, un slogan de communication des assureurs, mais des actes concrets. Et je pense que c'est ça que les Français attendent, c'est ça que les restaurateurs, les hôteliers, les TPE, les toutes petites entreprises et tous ceux qui payent régulièrement leurs primes d'assurance attendent de leurs assureurs. C'est moins de slogans de solidarité et plus d'actes concrets en direction de cette solidarité. Je reviens un instant avant d'accueillir François Hollande à la situation sanitaire. L'AFP qui indique que dans l'entourage de Gérald Darmanin, on indique que les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur dans 16 départements, donc on imagine que les Alpes maritimes sont interdits. Voilà. Donc si vous êtes dans la rue, dans le temps illimité que vous avez pour vous balader en extérieur, vous ne pouvez pas être plus de 6. Alors, je ne vais pas refaire le coup de l'attestation qui n'était pas très bien réussi, mais si on a une famille de 8 personnes, on fait comment alors? Il faut avoir sur soi son livret de famille. Alors, je conseille, parce que sinon, personne ne pourra prouver que vous appartenez à la même famille. Donc, attention à ce genre d'annonce quand même. Après, effectivement, ça va vite. 2 parents, 4 enfants, on est à 6. Pour les fêtes de Pâques, 2 grands-parents, etc. Bon, voilà. Et bon, les fêtes de Pâques, a priori, les rassemblements ne sont pas conseillés non plus. Donc, soyons méfiants. Je vous le disais, donc, au début de ce grand direct, on a eu la chance d'obtenir un petit entretien avec l'ancien président de la République, François Hollande, entretien enregistré en milieu d'après-midi. On a eu le temps d'évoquer quand même quelques sujets avec lui. Je vous propose donc de découvrir cet entretien réalisé avec Manon Mujica depuis Marseille. Bonsoir François Hollande, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Vous étiez donc à Marseille pour rencontrer ces associations, ces projets que vous soutenez au travers de votre fondation La France s'engage. 2 notions importantes, l'intégration des femmes précaires et le développement artistique aussi dans les quartiers sensibles. Oui, parce que la fondation retient une quinzaine de projets par an. Il faut qu'ils soient innovants, il faut qu'ils aient un fort impact social et qu'il faut qu'ils puissent se développer partout sur le territoire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à Marseille, il y a de l'innovation, il y a des associations qui travaillent pour que les femmes puissent accéder à des métiers qualifiés et pour que aussi dans des quartiers, la culture ait toute sa place et notamment la collaboration d'artistes de très haut niveau à la formation des jeunes. Donc j'ai voulu aller moi-même vérifier si ce que nous avions pensé comme étant exemplaire l'était vraiment, et je dois dire que ce qui m'est revenu ce matin et cet après-midi, c'est tout à fait réconfortant pour Marseille, réconfortant aussi pour la fondation que je préside, parce qu'on va pouvoir généraliser ces initiatives. Y compris en période de crise, ce que vous avez entendu vous a rassuré sur la possibilité de mener à bien des projets dans un contexte de crise sanitaire ? Oui, et ces actions se sont poursuivies, même certaines se sont amplifiées. Mais il a fallu convaincre, former des femmes à la cuisine, la gastronomie pour être demain des chefs dans des restaurants ou des collaboratrices dans des cuisines de haut niveau. Lorsque tous les restaurants sont fermés, c'est pas si évident de les motiver. Et elles le sont d'autant plus qu'elles savent que, une fois cette crise terminée, elles trouveront un emploi dans un bon nombre de ces établissements. De la même manière, quand tous les lieux de culture sont suspendus, fermés, empêchés, que des artistes puissent travailler
dans des quartiers, puisse montrer ce que peut faire les arts plastiques ou les animations en termes de théâtre, c'est bien aussi la preuve que nous avons besoin de culture, et même quand les lieux sont fermés, on peut innover pour que la culture vienne au plus près des populations. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, vous avez rencontré le maire de Marseille, Benoît Payan, maire socialiste. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je lui ai dit que c'était une fierté de diriger de la ville de Marseille et qu'il avait toutes les qualités, je le connais depuis longtemps, pour y réussir. Ça suppose pas simplement de rassembler au moment d'une élection, ça suppose de rassembler la population, d'y travailler beaucoup, et je crois que c'est ce qu'il fait, d'aller chercher un soutien de l'État. Il avait rencontré il y a peu de jours le président de la République, Emmanuel Macron, et puis de ne pas perdre de temps, parce qu'un mandat de 6 ans, c'est court, et donc il faut aller le plus vite possible, en ayant le souci à la fois de répondre aux urgences, il y en a, les écoles, et aussi de travailler sur le long terme. Et je pense qu'il va y parvenir dans le respect de la diversité de son équipe. François Hollande, bonsoir. J'ai 2 questions à vous poser. La première, elle est liée à Marseille toujours. Vous avez dit que c'était pas un drame, il fallait pas en faire un drame de ce carnaval non autorisé. Le maire de Marseille, lui, a traité les gens d'irresponsables égoïstes. C'est pas un drame, mais c'était pas autorisé, cette manifestation. Ah ben non, c'était pas autorisé, c'était même interdit. C'était pas souhaitable. Mais je voudrais pas que, une fois encore, on donne de Marseille une image qui n'est pas la bonne. Donc je pense qu'il y a eu ce moment de relâchement. C'est vrai que ça fait longtemps quand même que beaucoup de jeunes et de moins jeunes sont privés de tout, et notamment de sortie. Donc ça s'est passé. Bon, je pense qu'il faut dire que c'était un risque pour les participants, c'est un risque pour la population. Il faut passer à autre chose et dire qu'il faut trouver d'autres formes pour maintenir des relations sociales que celle de se retrouver à des centaines de participants dans les rues et avec le risque d'attraper le virus. Lorsque vous étiez à l'Élysée, vous auriez laissé passer un slogan comme ça, comparaison n'est pas raison, le slogan sur le confinement extérieur, vous l'avez entendu, dedans avec les miens, dehors en citoyen, c'est une bonne façon de responsabiliser collectivement les gens ? Bon, c'est de la communication, mais quelquefois ça peut permettre à chacun de bien comprendre. Et je crois qu'il y avait nécessité de bien comprendre, parce que ça avait été suffisamment confus dans l'expression initiale pour qu'on résume tout ça par un slogan. Bon, si ça permet de faire comprendre qu'il faut être dehors plus que dedans, d'accord, mais dehors, pas regroupé, et pas dans un carnaval ou dans une manifestation. Donc à partir de là, essayons d'être précis. On attend du gouvernement, et je sais ce que c'est que d'affronter des crises, je sais que c'est très difficile, et moi je ne veux pas donner des leçons. Ce qu'on lui demande, c'est de la clarté, de la transparence et du dialogue. Merci beaucoup François Hollande d'avoir pris ces quelques minutes pour nous. Merci à Manon Mujica qui vous accompagne également. François Hollande, pressé évidemment, mais qui a pris le temps quand même de nous répondre, et on l'en remercie. Juste un petit commentaire, parce que je l'ai dit, on a enregistré cette interview dans l'après-midi. Il avait donc affirmé ce matin il fallait passer à autre chose, il semblait dédramatiser, il l'a répété donc devant notre caméra, ça fait réagir, beaucoup lui reprochent ses propos à François Hollande. Oui, même si l'ancien chef de l'État pondère un peu à la fin de l'interview sa réaction sur il ne faut pas faire un drame de ce carnaval, il pondère un peu, puisque à la fin il remarque quand même qu'une manifestation non autorisée, même interdite comme il dit, n'aurait pas dû se tenir. Donc en fait il en appelle à la responsabilité des uns et des autres à Marseille, et on voit bien, mais c'est du François Hollande dans le texte, qu'à la fin de l'interview, il pondère un peu cette phrase qui a été reprise partout, et qu'il le mettait un peu en porte-à-faux quand même avec le maire de Marseille, on le rappelait, qui lui avait estimé qu'il s'agissait d'irresponsables égoïstes, et le président de la République, l'ex-président de la République, avait estimé lui qu'il ne fallait pas faire un drame de ce qui s'était passé. Bon, voilà, un François Hollande tout en subtilité, tout en pointillisme, tout en impressionnisme quand il écrit un tableau politique. Pareil pour sa réaction à la question sur le slogan, où en gros il explique que la communication c'est nécessaire, mais un petit tacle quand même en disant on a besoin de clarté, pour l'instant c'est pas clair. Oui, bien sûr c'est pas clair, et ça c'est vrai que tout le monde l'a bien remarqué. On a parlé de l'attestation, mais en même temps il faut quand même remarquer une chose, c'est que la pente qui est en train de prendre l'épidémie avec ce foutu variant anglais, personne n'est capable de le dire quand elle va atteindre son paroxysme.
Nous en venons à un tout autre sujet. Retour sur les terribles inondations de 2015 dans les Alpes-Maritimes, dans le secteur de Biot d'Antibes. Des quartiers entiers avaient été inondés jusqu'à 1,60 m d'eau. Eh bien, un hameau a été détruit, enfin le lancement des travaux de destruction aujourd'hui, puisque la CASA, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, a racheté les lieux pour rendre ces terrains qui étaient constructibles à l'époque, les rendre à la nature. Alexis Ricard. Toutes ces maisons seront démolies d'ici 2 mois. Le hameau de la Brague à Biot a été sévèrement touché lors des inondations du 3 octobre 2015. Ici, l'eau est montée à plus d'1,60 m. Il a été construit dans une zone naturellement inondable, une zone très exposée parce qu'à l'intérieur d'un méandre décrit par la rivière. Et lors des crues, la nature reprenait ses droits et traversait le méandre de façon très violente. Le terrain va donc revenir à la nature. On va le restituer dans son état quasi initial, avec la suppression de tous ces remblais artificiels qui avaient été le support de ces constructions. Alors un élargissement du lit de la rivière, qui va passer de 30 à 80 mètres en largeur active. Le petit flux d'eau va rester dans ses proportions pour que le milieu aquatique soit bien équilibré, mais le reste, ce sera une zone d'expansion des crues. Comme d'autres riverains, Cécile est venue assister au lancement des travaux. Elle et sa famille ont vécu dans cette maison et connu plusieurs inondations avant de déménager l'été dernier. Donc ça a été notre maison qu'on a achetée en 2014. On a emménagé fin octobre 2014 et le 3 octobre 2015, on se faisait inonder. Donc on a eu 1,70 m dans la maison. Donc les baies vitrées là-bas, tout a explosé. Tout le jardin s'est retrouvé dans la maison. Ici, c'était sans dessus-dessous. C'était l'horreur complète. C'est de la boue. C'est vraiment super sale. C'est collant. Ça sent mauvais. C'est l'odeur qui est restée pendant des mois et des mois. L'humidité aussi, j'imagine. Ah bah oui, mais beaucoup. Mais ça, on ne s'en rend pas compte de suite, en fait. À l'intérieur, tout a été vidé. Le curage consiste à trier et enlever certains matériaux avant de tout démolir. La pelle mécanique commence son œuvre. La première maison est entamée. Ces 23 maisons ont été construites en 1996, à une époque où les préoccupations en termes d'inondation étaient moindres. L'ensemble a donc été racheté par la CASA pour un montant de 6,6 millions d'euros. Et je remercie tout le monde parce qu'ils ont tous accepté d'être rachetés. Et aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans ou 20 ans, on aurait dit il faut faire un bassin de rétention, il faut faire un mur pour protéger. Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était le retour à la nature. Dans la situation dans laquelle on a enfin compris que vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'inondation, vis-à-vis des cours d'eau, il valait mieux s'adapter à la nature plutôt que d'essayer d'aller toujours contre. Nous, on n'a pas récupéré l'intégralité, mais de toute façon, on n'avait pas le choix d'une part. Et d'autre part, la sécurité de notre famille, c'était bien plus important que l'argent, honnêtement. L'ensemble des travaux est estimé pour le moment à 4,4 millions d'euros. Voilà la suite donc de ces intempéries qui avaient fait plus de 20 morts. Éric, je vais vous emmener maintenant aux 4 coins de l'Académie de Nice, enfin virtuellement, hein, bien sûr, puisque grande partie de cette académie est confinée. Avec Isabelle Chenet, bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce grand direct. Vous organisez avec de nombreux acteurs le concours C'est Génial qui va se dérouler vendredi. C'est un concours qui est proposé aux jeunes lycéens, je crois. Vous allez nous préciser tout ça de l'Académie Nice, un concours technologique, scientifique. 7 établissements vont s'affronter virtuellement, du coup, hein, parce qu'on ne peut pas le faire en physique. Donc tous seront dans leurs établissements et vont devoir convaincre un jury pour remporter le prix du meilleur établissement, on va dire. C'est un petit peu ça. Expliquez-nous un petit peu comment va se passer ce concours. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, c'est dans cet esprit-là. C'est un concours qui est couvert par un dispositif ministériel de Sciences à l'école et de la Fondation C'est Génial, qui regroupe en fait tous les collèges volontaires de l'Académie de Nice. Donc, ce sont des collégiens du Var et des collégiens des Alpes-Maritimes, qui, avec leurs enseignants, sont partis sur un projet lié à l'innovation. Projet interdisciplinaire, donc qui met en lien les enseignements de mathématiques, de sciences physiques, de SVT, de technologie, d'informatique,
Voilà, l'idée, c'est effectivement de les faire travailler un petit peu méthode par projet, par démarche d'investigation, de voir l'utilité de l'interdisciplinarité d'une matière à l'autre, et surtout de travailler avec des partenaires, ce qui permet souvent de créer des vocations, donc de développer l'enseignement des sciences et des vocations scientifiques qui vont avec, lors des rencontres avec différents chercheurs, différents industriels. Voilà l'idée principale de ce concours. Et effectivement, je m'occupe avec Stéphane Rochefeuille, qui est l'inspecteur d'académie IPR de sciences physiques, de l'organisation de ce concours pour l'Académie de Nice. Mais ensuite, le gagnant de notre académie, le grand gagnant, le grand projet gagnant, va représenter notre académie au niveau national. Voilà, c'est ça, parce que moi je disais des lycéens, mais c'est des collégiens, donc c'est d'autant plus intéressant. Alors, le gagnant sera parmi le collège d'Obs, un collège de Hyères, du Luc, de Nice, de Saint-Raphaël, Tourette-Levins et Valbonne. Voilà les collégiens, enfin les établissements qui sont en lice. Est-ce que vous avez déjà une idée du type de projet qu'on va pouvoir découvrir? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question, qu'est-ce que vont vous présenter les collégiens, puisque toutes les disciplines sont associées? Oui, alors cette année c'est quand même un petit peu particulier parce que effectivement vous avez cité les 7 établissements. Il faut savoir qu'il y en avait 11 quand même en début d'année. Et je tiens d'ores et déjà à féliciter tous ceux qui sont arrivés au bout et à encourager ceux qui ont dû, à cause des différents contextes sanitaires et des différents protocoles, abandonner en cours de route. Parce que c'est déjà compliqué pour les équipes d'enseigner. Et avoir le courage et prendre le temps, avoir la motivation, que ce soit les élèves ou les enseignants, de mener en plus ces projets-là, ça n'a pas été facile. Donc effectivement, il en reste 7, mais ils étaient plus nombreux il y a quelques semaines. Donc pour répondre à votre question, les différents projets, sans tout dévoiler, puisqu'ils ne connaissent pas encore les projets de leurs concurrents, il y a des projets qui tournent autour de l'environnement. Nous avons un robot lanceur d'alerte qui va, par exemple, prendre des mesures, des mesures physiques et chimiques sur l'air et qui pourra détecter d'éventuelles pollutions et prévenir en temps réel. Nous avons une équipe qui travaille sur des cristaux, une équipe qui travaille sur tout ce qui est la détection à partir de toujours différents paramètres physiques, chimiques et biologiques, la détection de pollution dans des eaux. Par exemple, arriver dans un plan d'eau à déterminer d'où viennent les différentes provenances de l'eau qui sont mélangées et pouvoir encore une fois détecter une éventuelle pollution. Nous avons des projets qui tournent autour de la découverte du milieu marin aussi. Nous avons un projet autour de la fermentation des aliments. Oui, c'est varié mais pointu en même temps. Ce sont de vrais sujets de recherche. Eric, nos jeunes ont du talent. Hein. Qui a dit qu'on perdait le fil des sciences Oui, mais Isabelle Chenet, est-ce que vous faites appel dans ces projets qui sont sélectionnés à l'informatique, au numérique, à l'intelligence artificielle ? Alors ça, ce sont les enseignants qui, en menant leur projet, peuvent avoir besoin donc de ces différents outils. Donc soit les établissements sont équipés, soit ils se tournent vers les partenaires, parce qu'on a la chance dans ce concours d'avoir des partenaires qui sont fidèles depuis des années, que ce soit des partenaires de recherche, comme par exemple l'IFREMER, le CPPM. Ils sont tellement nombreux que j'ai du mal à... je les ai sous les yeux, il y a la Fondation d'Assosystème. Allez-y, aidez-moi. Le musée national de la marine de Toulon, le musée océanographique de Monaco, hein, qu'on connaît bien sur nos antennes, TVT Innovation, bon évidemment les profs, les institutionnels, l'Astrorama d'Aise aussi pour la partie astronomie. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une liste très longue de partenaires.
ce qui nous fait très plaisir, c'est que ce sont des partenaires fidèles chaque année. Donc je pense qu'ils partagent le plaisir que j'ai à passer ce moment-là avec les équipes, avec les élèves et à échanger. Et puis on a de nouveaux partenaires comme le Musée national de la marine qui nous rejoignait cette année. Et puis TVT qui nous fait le grand plaisir de nous accueillir pour cette finale. Alors finale qu'on appelle hybride parce qu'en fait effectivement... comme vous l'avez dit, les établissements, les enseignants et leurs élèves resteront dans leur établissement et le jury sera réuni donc, dans les locaux de TVT à Chalucé, en respectant bien évidemment tous les gestes barrières, en respectant la jauge de 6 personnes maximum par salle, mais ce qui permet quand même une délibération assez riche avec les échanges. Et donc ces élèves auront une dizaine de minutes pour nous présenter toute la démarche qu'ils ont faite, toutes les recherches qu'ils ont faites, avec des expériences qui ont donc du coup parfois débouché sur de l'innovation. Et ensuite, il y aura l'échange avec les jurys, donc avec tous nos partenaires qui auront pu être présents. Merci beaucoup en tout cas Isabelle Chenet, vous organisez donc ce concours, c'est génial, c'est vendredi. Alors les médias sont conviés dans l'après-midi à suivre la remise des trophées, découvrir les projets. On essaiera de se connecter pour montrer à nos téléspectateurs vendredi soir quelques images et surtout l'équipe gagnante parce que voilà, on a hâte de savoir quel projet aura retenu l'attention du jury évidemment académique, mais il y a des chercheurs aussi professionnels qui seront là pour départager les collégiens. Merci à vous en tout cas, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Belle initiative. Chaque année ça revient, mais là avec le Covid, de ne pas avoir lâché, d'avoir exactement. Puis on a hâte de voir les projets couronnés parce que ce sont des projets qui peuvent qui peuvent être concrets et donner lieu à des expériences qui rendent service. Donc vous voyez, l'environnement, enfin tous ces sujets qui sont sur la table aujourd'hui, on a hâte d'avoir le palmarès de ce concours, c'est génial. Et puis c'est vrai que ça permet de montrer que les jeunes de la région ont beaucoup de talent et beaucoup d'idées. Oui, et puis je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais je suis surpris de la qualité des champs d'expérimentation. C'est pointu quand même. On aurait pu s'attendre de la part de collégiens à des choses un peu plus légères. Ou là, vraiment, ils s'intéressent à des ça veut dire qu'ils s'intéressent à l'actualité, aux problématiques du moment qui intéressent le monde. Donc ça, c'est chouette. Bravo à eux et que le meilleur gagne, comme on dit. Il nous reste 9 minutes à passer ensemble. Quelques reportages à vous montrer avant la fin de ce grand direct. Le premier concerne la mise en danger des arts de rue, et évidemment avec cette crise sanitaire que nous traversons. Vous allez découvrir un personnage, une marionnette qui a pour mission, au cœur de Marseille, d'abord de remettre un peu de baume au cœur des Marseillais, mais aussi de sensibiliser sur le sort de ces artistes de rue. Il répare les cœurs et apaise les esprits. Anatole était de passage ce mercredi matin dans le centre-ville de Marseille. Armé de sa boîte à outils et de son bleu de travail, ce personnage atypique a déambulé parmi les passants à la recherche de malades potentiels. Avec douceur et poésie, cet ouvrier de la tendresse soigne petits et grands sous les regards amusés et interrogatifs. Au début, j'avais un petit peu peur parce que ça lui donnait une drôle de tête au monsieur qui faisait cela. Et j'avais peur que ma fille ait peur, mais j'ai vu qu'il s'en est bien occupé et que c'était amusant, réparation de cœur, que ça donne une bonne ambiance à la vie du quartier. Oui, j'ai trouvé intéressant. Mais il a essayé de regarder si j'avais mal au cœur. Il m'a mis une serviette et il m'a regardé le cœur. Un cœur et une plume. Et t'es contente? Oui. Aux manettes, l'artiste Delphine Clengens. Derrière la marionnette en papier mâché, elle donne vie à son personnage. C'est un personnage que j'ai créé bien avant la crise sanitaire. Il a œuvré dans l'espace public depuis quelques temps. Et depuis la crise sanitaire, le premier confinement, j'ai réadapté mon spectacle avec aussi des gestes barrières, puisqu'il se lave les mains, je suis masquée. Bon, il était masqué, mais je suis masquée. Il y a une appréhension qui existe depuis toujours, puisque c'est un grand bonhomme, avec sa caisse à outils, il peut être impressionnant, on se demande ce qu'il va faire. Donc voilà, et puis le contexte sanitaire, le contexte social fait que y a un petit peu plus de peur. Je l'ai senti, mais voilà, c'est important de pouvoir traverser la peur ensemble et puis de se réparer les cœurs ensemble. Descendu de sa campagne des Alpes de Haute-Provence,
Anatole souhaite également sensibiliser le public au sort des arts de la rue. Mis à mal par la pandémie, ce secteur n'a pas d'autres alternatives que de se rendre visible dans l'espace public. Jouer dans la rue, c'est un acte politique. Et tout en respectant les gestes barrières, pouvoir dire que le spectacle vivant peut se faire malgré une crise sanitaire. C'est pas jouer à tout prix, c'est pas une revendication, c'est pouvoir exercer son métier, donc remettre son bleu de travail, tout en respectant les gestes barrières, parce que c'est essentiel de faire ce qu'on aime et de faire son métier. En croisant les doigts pour l'avenir du spectacle vivant, Anatole espère retrouver le cœur des Marseillais dans les semaines à venir, entre 2 contrats d'été. Allez, pour terminer, Eric, cette question, est-ce que vous faites partie des 7 Français sur 10 qui sont prêts à changer complètement de vie depuis le début de la crise? Non. Non. Non, 7 Français sur 10 disent mais changer d'habitat, changer de région. Changer leur vie. Alors, pas prêt, mais verraient d'un bon œil en fait le changement de vie. Non, je suis bien dans ma vie. Donc, mais 7 Français sur 10, le chiffre est impressionnant. C'est le cas de ce couple que vous allez découvrir dans le Var qui a tout quitté pour monter un camping un peu particulier. Leur histoire vous est racontée par Stéphanie Mossman. Le saviez-vous? Aux confins de l'étang de Berre, à cheval sur les... Dans le Haut-Var, à Comps-sur-Artuby, dans le parc régional du Verdon, un couple originaire de la région parisienne a repris un camping baptisé aujourd'hui Umawaka. Vas-y, on va enlever ce poteau. Tu veux mettre où? On va le mettre tout sur le côté là-bas. Et on essaye de se débrouiller tout seul sans faire trop appel à des professionnels et on apprend le métier, quoi. Sinon, ça nous revient beaucoup trop cher. Il y a 2 ans à peine, Sonia et Eric étaient directeurs associés d'une agence immobilière à Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne. Autant dire que rien ne laissait réellement présager la future activité du couple, un changement total de vie, doublé d'une formidable motivation. Ça a été la grande découverte. C'est le bois, j'ai toujours aimé travailler un peu le bois, mais avec la vie qu'on avait avant, on n'avait pas trop le temps de bricoler. L'électricité, ça va, je maîtrise un peu. J'ai découvert la plomberie, tous ces métiers un peu où il faut tout faire soi-même pour réussir à faire des choses sympas à moindre coût. Des choses sympas à moindre coût, comme l'aménagement de cette roulotte que le couple a achetée d'occasion. En tout cas, Sonia et Eric ne ménagent pas leurs efforts. Avec les moyens du bord, il va falloir séduire les clients. Vas-y, tu me tiens juste au bout pour que je prenne ma cote. Hop, 174. Là, je lui aménage un petit plancher. Ensuite, on va lui donner un petit coup de jeunesse en la repeignant. Et puis, on va amener l'électricité dedans pour un petit peu de confort. Donc, une petite cafetière à dispo, un frigo, voilà. Donc, le camping, oui, mais un peu plus technique aujourd'hui. Donc, avec quelques aménagements confortables. Du confort en plein milieu de la nature. Entre luxe et authenticité, le glamping séduit de plus en plus de vacanciers à la recherche d'évasion loin des hébergements classiques. Et ça, ils l'ont bien compris, l'objectif pour le couple aujourd'hui, se faire connaître, développer les infrastructures et capter les touristes de passage. Surtout en basse saison, quand ils viennent dans le Verdon, ça peut être pour 3 à 4 jours. Donc ils cherchent un hébergement un peu atypique pour une courte durée. Donc 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits. On a des emplacements nus pour les vrais campeurs avec la tente, la caravane ou le camping-car. On a du mobil-home parce qu'il y a quand même une demande. Mais les hébergements atypiques, les logements insolites, c'était vraiment ce qu'on voulait mettre en place parce que c'est ce qui fonctionne aussi beaucoup aujourd'hui. Un rythme de vie différent, des habitudes bousculées. Dans ce contexte économique difficile, Sonia et Eric ont néanmoins pris un risque mesuré. Situés à quelques kilomètres du Verdon, leur camping a un formidable potentiel. Et les bœufs, il les a mis où ces bœufs? C'est sûr que là, on ne fera plus machine arrière. On ne retournera pas. On ira pour voir la famille, mais le reste de la vie, ce sera ici. Maintenant, on est vraiment heureux. Ouais. Ah oui, c'est vraiment un rythme et un lieu qu'on a choisi pour une qualité de vie. Clairement, oui. Ouais. Un vrai retour aux sources. Bon, ça vous a pas convaincu ?
Ah bah c'est magnifique, faut aimer l'effort, faut aimer changer tout, mais c'est vrai que dans la dernière séquence, on sent que ce couple est heureux de sa nouvelle vie, puis quand on voit, c'est vrai, la nature autour, on a du mal à imaginer, quand on est immergé dans ce genre d'habitat naturel, repartir dans une maison cloîtrée ou dans un appartement, pire encore. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, donc du coup, je vous propose pas de récupérer un camping avec moi. Non, pas pour l'instant. Maintenant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. Merci beaucoup, Eric. C'est la fin de ce Nicolas. grand direct. Merci également à Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Sébastien Lyotard, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Passez une excellente soirée sur les antennes d'Azur TV. Rendez-vous demain.